Nouveau sur l'actualité de la nuit au Moyen-Orient. Bonjour Mana Chirali. Bonjour. Soyez la bienvenue de nouveau sur ce plateau dans la matinale de France Info. Vous êtes sociologue, je le rappelle, politiste, spécialiste de l'Iran et auteur de ce livre Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. Votre dernier ouvrage, d'abord un mot de l'actualité de la nuit. On le disait, ce détroit d'Ormuz qui est au cœur de toutes les attentions et de toutes les craintes, tenues jusque-là par les gardiens de la Révolution et visiblement l'armée américaine qui aurait frappé au moins 16 petites embarcations qui étaient là pour miner le détroit d'Ormuz. Comment vous voyez cette réaction américaine? C'est peut-être une reprise de contrôle sur ce début, en tout cas, de reprise de contrôle sur ce détroit d'Ormuz qui, jusque-là, on le rappelle, était vraiment le point de tension et de pression maximum et plus important de la part des gardiens de la révolution iranienne. C'est finalement leur dernière carte. La dernière nuisance qu'ils peuvent causer, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais hier, on a vu aussi un pétrolier saoudien avec 1 million de barils de pétrole a pu traverser. Donc, ils n'ont pas complètement réussi à fermer le détroit d'Ormuz, mais évidemment, ils continuent à nuire. Et c'est ça qui est quand même gênant pour ce qui fait monter le prix du pétrole et de l'énergie en Europe. Mais je pense que c'est vraiment les dernières cartes qui sont en train de jouer. Les dernières cartes, alors malgré tout, effectivement, les bateaux qui passaient, c'était souvent des bateaux, on l'a vu notamment dans le 20h de France 2, qui étaient liés à la Chine ou qui déclaraient un équipage musulman. Donc effectivement, c'était un peu à la tête du client, les gardiens de la Révolution qui laissent passer les navires qu'ils ont envie de laisser passer. Absolument, absolument. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas faire quelque chose contre la Chine parce que l'Iran, depuis une dizaine d'années, est devenu le pays vassal de la Chine. Ils ne peuvent pas faire contre leur maître, les gardiens de la Révolution. On va voir comment les choses vont changer, vont évoluer. Jean-Mathieu. Parfois, justement, en tant qu'Iranien, quand vous voyez, c'est vrai, on parle beaucoup de guerre, on voit des images, là, on parle beaucoup de pétrole aussi, et on parle davantage de pétrole parfois que le peuple iranien. Est-ce que vous n'avez pas cette impression? Voilà, là, c'est vrai que de temps en temps, les Iraniens, la vie, quand on voit Donald Trump, la manière dont il en parle, on a l'impression que ça vaut moins que le pétrole. C'est vrai, voilà, c'est quelque chose de très désolant à mes yeux, mais je comprends quand même, pour les Occidentaux, ce qui peut être important, c'est leur vie quotidienne et que ce qui se passe dans les autres pays, des massacres par des centaines de milliers et des 200 000 jeunes Iraniens qui sont toujours détenus, qui sont dans les conditions inhumaines, ça passe vraiment sur le plan secondaire. Évidemment, c'est désolant. Et justement, Mana Chirali, comme vous avez hier entendu effectivement de Donald Trump qui nous disait « ça y est, la guerre est quasiment finie ». En gros, ça va durer quelques jours et c'est bientôt terminé. Ce message, comment il peut être reçu par tous ces milliers d'Iraniens qui attendaient, peut-être espéraient que l'armée américaine vienne les libérer de ce pouvoir avant de pouvoir redescendre dans la rue? C'est une sorte de message en disant « bon, ça y est, nous, on va s'en aller bientôt et vous allez vous débrouiller ». Les messages que je reçois systématiquement de l'Iran, c'est qu'ils ont peur que la même chose leur arrive que pendant la guerre de 12 jours. Donc une répression très c'est-à-dire intense. que la guerre se termine sur rien. C'était en juin dernier. En juin dernier, et qu'une fois que la guerre est finie, la répression encore plus forte va leur tomber dessus, comme ce qui s'est passé au mois de juin. Ouais. Et c'est vraiment leur peur d'une négociation, que Donald Trump arrête la guerre soudainement. Et ils disent on est prêt à recevoir encore plus de bombes, mais sachant que c'est la fin du régime. Mais ne laissez pas ce régime en place. C'est ça leur demande. Mais bon, de toute évidence, là maintenant, la République islamique a largement affaibli. Ce n'est pas du tout la même République islamique qui a abattu, qui a massacré plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens en janvier. Ce n'est pas le même régime, mais il a quand même gardé sa force de répression. Voilà, alors vous dites, en effet, ce n'est pas le même, mais ce qu'on a pu comprendre avec la nomination et l'élection de ce nouveau guide, Mojtaba Khamenei, que c'était un dur de dur, comme on dit, un ultra-conservateur, que dès le début, en fait, des frappes israélo-américaines, le pouvoir avait envoyé des troupes dans la rue pour réprimer toute manifestation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un réflexe aujourd'hui de survie, tout de même très dur, quand même de la part du régime, toujours envers sa population. En fait, pour la deuxième partie, je suis en 100% d'accord avec vous, parce qu'on a vu les forces de l'ordre qui tiraient sur les fenêtres des habitations. Ça paraît fou, alors qu'ils sont sous les bombardements, mais ils tuent encore leur propre population. On l'a vu, on a des preuves. Mais par contre, concernant le choix de guide Mojtaba Khamenei, là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de jouer avec la planète entière. C'est-à-dire les informations que nous recevons
vivants de l'Iran sont un petit peu entre deux lignes. Les uns disent qu'il est mort avec son père le même jour des frappes et qu'ils sont en train de brandir à mort alors qu'il est déjà mort. On rappelle qu'on ne l'a pas vu. On l'a pas vu. Aucune apparition, ce sont que des photos d'archives que nous avons là. Non, des photos de l'IA. Des photos de l'IA, ils ont créé des photos de l'intelligence artificielle pour dire qu'il est là, alors qu'on ne l'a pas vu. Mais d'autres qui sont diffusées sur les médias iraniens qui sont le dit de l'intelligence artificielle. Vous savez, les jeunes Iraniens, ils sont très forts en informatique. Immédiatement, ils ont montré que c'était les photos truquées, que ce n'était pas vrai. Alors donc, les autres disent que non, il est encore vivant, mais grièvement blessé, et donc il est à l'hôpital en train de mourir. C'est vraiment une tradition iranienne, ça je peux vous le dire, de cacher les morts. Moi, je vais juste un rappel historique. À l'époque de Nasser el-Din Shah, fin 18e siècle, fin 19e siècle, pardon. Alors, Nasser el-Din Shah, il est mort. C'était le jour de l'anniversaire de son règne. Il reçoit une balle dans le cœur et il meurt sur place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le fait tourner autour de la ville, à Téhéran, pendant des heures, en bougeant sa main, comme quoi il est encore vivant. Et ça, c'est vraiment très iranien, de garder les morts sur terre et de ne pas vouloir les enterrer. Mais donc, qui dirige l'Iran aujourd'hui, selon vous, Mana Cherel? Ce sont encore les gardiens de la Révolution qui ont mis l'un de leurs fidèles à la tête du pays, de manière même symbolique, même si on ne sait pas s'il est encore vivant? À mon avis, aujourd'hui, il n'y a personne qui dirige ce pays. Personne. Et c'est ça qui me donne de l'espoir. Mais qui décide des frappes, par exemple? En fait, les unités militaires iraniennes, ils ont été entraînés selon le principe de feu à volonté. C'est-à-dire, ils prennent leur propre initiative pour réagir. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Et donc, le mot d'ordre, c'est de semer la pagaille dans la région. Paraît-il que Khamenei, avant de mourir, il avait donné ses ordres et ils étaient entraînés pour ça, pour semer la pagaille dans toute la région, de faire n'importe quoi à travers... Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est exactement ça. Chacun réagit selon sa propre initiative, chacun fait ce qu'il veut. Le président Pezeshkian présente ses excuses avant de dire l'inverse 24 heures après. Voilà, et au même moment où il est en train de présenter ses excuses en disant que vous êtes des pays frères, on n'a rien contre vous, nous sommes vos amis, alors on tire sur l'aéroport de Dubaï. Ça montre que vraiment il n'y a personne à la tête de ce pays, chacun fait ce qu'il veut. Juste une petite chose concernant les gardiens de la Révolution, Jean-Baptiste vous disait, est-ce que c'est eux qui dirigent tout? On a l'impression tout de même qu'ils sont à la manœuvre de ce pays et surtout qu'on a l'impression qu'ils sauvent aussi leur clan. C'est-à-dire, est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce que véritablement il y a un réflexe de survie aussi des gardiens de la Révolution, notamment sur le détroit d'Ormuz, aussi de sauver leur argent, de sauver leur devise pour pouvoir survivre? En fait, ça fait des années que ce sont les gardiens de la Révolution qui ont les clés de la gouvernail. Ils sont sur les plans économiques, ce sont eux qui détiennent tout. Et sur le plan politique, ils avaient la moitié, voire plus, des ministres qui venaient de leur corps. Donc, ce sont eux qui dirigeaient depuis longtemps. Mais ils étaient quand même maîtrisés par le guide de la Révolution, ça veut dire le pouvoir religieux. Donc, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est autre chose, c'est qu'ils ont perdu leur tête aussi. De nombreux de leurs commandants ont été éliminés. Et là, ceux qui sont vivants, ils ont toujours un cible dans le dos. Donc, leurs jours sont comptés. Mana Cherel, restez avec nous. On va reparler évidemment de cette situation à Téhéran dans un instant. Mais d'abord, l'une des conséquences, évidemment, d'évoquer le pétrole, c'est le prix à la pompe. Et avec Baptiste Morin, c'est intéressant, mais alors plein d'idées qui sortent de la part de la classe politique française. On est toujours très ingénieux pour essayer de trouver une solution dans ces crises internationales. On avait déjà évoqué avec vous l'idée du RN de baisser la taxe sur le carburant. L'autre idée, donc, ce serait maintenant de piocher dans les réserves stratégiques. Ce matin, vous vous intéressez à une autre idée qu'on entend, plafonner les prix. Oui, là, ça vient de la France Insoumise, qui a même déposé un texte à l'Assemblée nationale, un texte qui irait dans ce sens, texte de loi, proposition de loi. Bon, l'idée, elle est facile à comprendre, fixer arbitrairement un maximum, un prix au litre, et interdire à tous les pompistes en France de vendre plus cher. D'accord, c'est une idée simple. Est-ce que c'est une solution? Alors pas du tout, pas du tout. Je passe sur le fait que c'est étonnant de proposer ça de la part de la France Insoumise, parce qu'on sait très bien que ce genre de mesure profiterait autant, voire même davantage, aux milieux les plus aisés, donc aux Français qui n'ont aucun problème pour continuer à faire leur plein. Bon, il y a deux grosses conséquences sur cette mesure-là. La première, vous flinguez les pompistes, parce que ça veut dire vendre, par exemple, à perte. Et on sait que les marges sont assez faibles. Déjà, les marges sont assez faibles, mais vendre à perte, c'est normalement illégal en France. Donc, on leur autoriserait à faire ça, sauf que ça n'a aucune
aucun sens commercial, aucun sens économique. Certains se retrouveraient d'ailleurs très vite fragilisés, voire en faillite. Puis la deuxième conséquence, Alix en a parlé tout à l'heure, les pénuries. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque de pénurie à court terme. Si vous mettez en place le blocage des prix, vous êtes sûr que vous accélérez la route vers ces pénuries-là. Quel serait l'intérêt pour un fournisseur de continuer à vendre du carburant, du pétrole, alors qu'il sait très bien qu'il peut attendre la fin du blocage de prix pour vendre au bon prix, ou alors il peut se tourner vers d'autres pays. On est dans un monde où les frontières sont quand même plutôt ouvertes. Donc, ça n'a aucun sens, sans parler aussi du coût et qui financerait une telle mesure. Cet argument de pénurie, il est complètement balayé par Jean-Luc Mélenchon et il dit aussi d'ailleurs, ça a déjà été fait en France, le blocage des prix, c'est Alors vrai ? ça n'a pas été exactement fait de cette façon-là. En 1990, le gouvernement de Michel Rocard a mis en place l'encadrement des prix et non le blocage des prix. Ça a duré 1 mois et ça n'a pas empêché d'ailleurs les prix de continuer à augmenter. D'accord. Les autres pays, ils le font ? Il y a 2 exemples de pays européens qui le font. Depuis 2 jours, la Croatie et la Hongrie qui ont annoncé le blocage des prix des carburants. Ce n'est pas la première fois que ces pays mettent en place une telle mesure. C'est intéressant de voir que dans le cas de la Hongrie, ça a déjà été fait en 2021-2022. Pourquoi la Hongrie avait dû renoncer ? Parce qu'il y a eu des cas de pénurie. Voilà, justement. En tout cas, donc, si vous voulez trouver la station la moins chère autour de chez vous, on vous aide effectivement sur France Info. Vous scannez toujours ce QR code, ça vous renvoie vers le site de France Info avec une carte interactive qui vous montre les stations plus ou moins chères en fonction de la moyenne nationale autour de chez vous. David Lefort, c'est demain et on va s'intéresser avec vous, David, à ce que disent plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, qui accusent Israël d'avoir utilisé des bombes au phosphore sur des civils libanais. On rappelle que c'est illégal au regard du droit international. D'abord, comment l'ONG étaye ces accusations, David ? De façon très claire, avec des analyses d'images et des témoignages de terrain. Alors, les analyses d'images, c'est très clair, puisque le panache laissé par ces armes, par ces bombes au phosphore, il est très caractéristique. Vous avez des flamèches comme ça qui rejoignent le sol, parce qu'en fait, ce sont des bandelettes imbibées de phosphore qui vont s'enflammer. On le voit ici, je tiens à préciser que ce sont des images d'archives, mais ce sont des images similaires qu'ont pu analyser donc Human Rights Watch. Ils ont aussi recueilli des témoignages sur le terrain, et c'est de cette manière qu'ils ont produit à terme ce communiqué qui est diffusé sur leur site. Vous pouvez le lire dans le détail si vous le souhaitez. On parle donc d'un usage de munitions au phosphore blanc, c'est le nom global de cette arme, donc vérifier et géolocaliser cet usage pour 7, vous le voyez, localités au moins depuis ce week-end. C'est une pratique qui est largement documentée, puisque vous avez vu 17 municipalités impactées depuis octobre 23 par Human Rights Watch, mais aussi des chercheurs libanais qui, depuis 1982, enregistrent assez régulièrement de la part de l'armée israélienne des bombardements avec cette arme sur leur territoire. Donc vous nous dites que l'usage de cette arme est encadré. Quelles sont les limites ? Exactement. Alors encadré, pour un marquage et un repérage, c'est autorisé. C'est-à-dire que vous lancez cette bombe, il y a de la fumée, donc vous savez où vous avez déjà envoyé un obus, vous visez ailleurs, ou vous répétez l'opération. Comme fumigène, si vous avez une intervention au sol, ça protège vos troupes, ça les tient à distance des autres combattants, ça masque aussi l'opération. Vous pourrez éclairer aussi de la même manière une zone de guerre au sol, mais de nuit. Alors, si on utilise une bombe au phosphore en arme incendiaire, ça c'est totalement interdit, et ça l'est d'autant plus sur des zones civiles, bien évidemment. Je vous montre à nouveau les panaches que ça peut libérer et les dégâts que ça peut causer au sol lorsque un de ces filaments enflammés va toucher une zone d'habitation ou même un champ, un verger, comme ça peut être le cas au Liban. Pourquoi, David ? Est-ce qu'on en sait plus ? Alors, parce que en fait, les dégâts, les lésions sont absolument terribles. Vous avez des brûlures intenses et profondes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même un pain de phosphore. C'est un peu similaire à du beurre, par exemple. C'est en tout cas gélatineux, vous le voyez. Ça a un pouvoir collant, adhésif. Donc si ça tombe sur votre peau, sur des vêtements, ça reste accroché. C'est auto-inflammable, c'est-à-dire que dès que c'est en contact avec de l'air, plus exactement avec l'oxygène de l'air, ça s'embrase. Et là, vous avez une température qui peut monter à 1300 degrés. Donc là, vous avez une brûlure physique. Et comme ça n'est pas tout, c'est vraiment une arme terrible, vous avez aussi une brûlure chimique, parce qu'en brûlant, ce produit se transforme en acide phosphorique. Et là, aucun tissu vivant ne résiste. Puis vous avez la fumée qui est toxique aussi, et c'est comme ça qu'on fait le parallèle et qu'on peut assimiler cette arme à une arme chimique, puisque cette fumée va brûler votre appareil respiratoire, votre peau, vos yeux, et ça peut aussi empoisonner vos organes et conduire à la mort. Donc des effets dévastateurs évidemment sur les humains, on le comprend bien, pas seulement.
Non, pas seulement, parce que regardez, l'emploi aussi va polluer les sols, les eaux, pour des périodes très longues, et ça peut engendrer aussi le déplacement des populations, parce que les terrains ne sont plus cultivables et les zones ne sont plus habitables. Merci beaucoup David pour toutes ces précisions sur ces bombes au phosphore et l'accusation effectivement portée par certaines ONG contre Israël. Dans cette matinale spéciale consacrée à la situation en Iran, au Moyen-Orient, on va parler avec vous, Muriel, d'une polémique qu'on n'avait pas vraiment vu venir, il faut bien le dire, autour d'un film d'animation multi-récompensé, Persepolis, qui a été rediffusé sur France 4 et qui suscite visiblement quelques réactions sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi provoque-t-il justement ces débats ? On va remettre dans le contexte. France 4 a modifié sa programmation pour diffuser samedi dernier le film d'animation sorti en 2007. Ce long métrage est l'adaptation de la bande dessinée que voici, autobiographique Persepolis, publiée entre 2000 et 2003 par Marjane Satrapi. Vous voyez donc les dessins. L'autrice y raconte son enfance à Téhéran pendant la révolution islamique en 1979, puis son départ et son adolescence en Europe. La diffusion a été décidée en lien avec l'actualité et la guerre en Iran. Ça, c'est assez logique. Mais cette rediffusion a suscité un vif débat en ligne. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Plusieurs messages largement relayés, notamment sur X, estiment que l'œuvre cinématographique donnerait une image caricaturale de l'Iran ou de certaines femmes voilées, la traitant même d'islamophobe. D'autres internautes considèrent que programmer ce film au moment où la situation militaire se dégrade dans la région peut donner, je cite, une lecture politique orientée de l'actualité. À l'inverse, de nombreux commentaires rappellent que Persepolis est avant tout un récit autobiographique. Comme ce poste de la socialiste Carole Delga, présidente de la région Occitanie, je cite « Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour en France, le film Persepolis, récit courageux d'une femme face à l'obscurantisme islamiste, soit accusé de racisme, un film, un chef-d'œuvre qui défend la dignité humaine et on voudrait le censurer ». Point d'interrogation, folie. Elle a raison, effectivement, de dire ça. Ça paraît complètement fou. Enfin, on rappelle que Persepolis a été évidemment reconnu. C'est presque devenu un classique maintenant pour parler de la situation en Iran. Complètement. Rappelons qu'en 2007, lorsque le film est sorti, il avait suscité des réactions politiques, mais essentiellement de la part des autorités iraniennes. Et on le comprend bien, puisque selon ces autorités, eh bien, il critiquait sa représentation de la révolution islamique. Mais dans la société publique, nous, au niveau européen, il n'avait provoqué aucune polémique. Vous le disiez, le film a été largement salué, remportant le prix du jury à Cannes et plusieurs Césars en 2008, dont celui du meilleur premier film. Rappelons que près de 20 ans après sa sortie, eh bien, cette rediffusion montre aussi que les lectures sont différentes, surtout lorsque l'actualité internationale remet l'Iran au centre. Madame Chirali, j'imagine que ça vous désespère presque d'entendre ces critiques contre Persepolis. Persepolis, c'est... Non, Marjane Satrapi est une cinéaste. Elle n'a jamais eu la prétention d'être spécialiste de l'Iran, de présenter une analyse globale de la situation politique et sociale. Elle raconte sa vie. Je ne vois pas en quoi on doit la critiquer. Eh oui, mais c'est malheureusement le cas, effectivement. Mais on voulait vous parler aussi, voilà, avec Muriel, l'occasion d'aller revoir Persepolis, parce que c'est effectivement... Ou de lire cette bande dessinée qui est absolument magnifique et passionnante. Suite de notre édition spéciale, évidemment, dans un instant, on va faire un point sur l'actualité de la nuit, juste après la météo. Julia Martin, tout de suite. La météo, avec les lasagnes à la bolognaise Fleury-Michon, du bœuf lentement mijoté et de la mozzarella délicatement gratinée dans une barquette en bois. C'est trop bon, Fleury-Michon. Votre programme avec Avenir Rénovation. Réalisation et gestion de l'ensemble de vos travaux. Avenir Rénovation, le meilleur est à venir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec, comme promis, l'arrivée de la pluie. Avec cette perturbation qui nous arrive par l'ouest du territoire, on la voit, là c'est une photo à 7-8 heures ce matin, qui s'étire depuis la façade atlantique en remontant vers les frontières du nord et elle va avancer progressivement au cours de journée. Et concerner les Pyrénées, on a de la neige qui va tomber en quantité au-delà de 2000 mètres jusqu'au nord-est du territoire. À l'avant, sur le sud-est, vous restez en marge, même si on a des averses sur la Corse. Et à l'arrière, on va avoir le retour de quelques éclaircies, avec, allez, on va dire des bruines plutôt que des averses grâce au vent qui permet de rafraîchir tout ça, puis de brasser l'atmosphère. Température, ça reste très doux. Encore ce matin, ça baisse un peu cet après-midi, mais nous sommes toujours au-dessus des valeurs de référence, qui va changer au cours de prochains jours. Alors demain, c'est une journée de transition dont il faudra profiter. On voit le retour du soleil sur une large partie du territoire, mais déjà, regardez, pointer l'arrivée d'une nouvelle perturbation renforcée par les vents, qui fait que vendredi, on aura une perturbation bien costaud qui va arriver sur le territoire. Bonne journée.
La météo. Avec la moussaka au bœuf Fleury-Michon, des aubergines cuisinées, du bœuf lentement mijoté, le tout délicatement gratiné dans une barquette en bois. C'est trop bon, Fleury-Michon. C'était votre programme avec Avenir Rénovation. Réalisation et gestion de l'ensemble de vos travaux. Avenir Rénovation, le meilleur est à venir. 7h30 sur France Info, suite de notre édition spéciale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Tout de suite, les titres de l'actualité de la nuit avec Julia Vanetz. 12e jour de guerre au Moyen-Orient et de fortes tensions dans le détroit d'Ormuz. Ce matin, un cargo a été touché par des projectiles. L'équipage est en train d'évacuer tout cela alors que les États-Unis ont frappé et détruit 16 navires iraniens soupçonnés de transporter des mines dans le détroit d'Ormuz. Le Liban, toujours sous le feu des attaques israéliennes. Et pour la deuxième fois depuis le début de la guerre, l'État hébreu vise le centre de Beyrouth ce matin. Un appartement en plein cœur de la ville a été touché. Conséquence de cette guerre en France, le prix du gasoil explose dans certaines stations-service, frôlant parfois les 3 € litre. La question des tarifs de l'énergie sera au cœur d'un G7 réuni par Emmanuel Macron cet après-midi. Ça se passera en visioconférence. Et avant de développer ces titres, cette dernière information donnée par l'agence France Presse, le fils du président iranien qui affirme que le nouveau guide suprême est, je cite, sain et sauf malgré ses blessures. Madame Chirali, c'est donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être la première fois qu'un officiel plus ou moins du régime reconnaît au moins qu'il est blessé, le nouveau guide suprême. Je pense qu'ils vont mettre encore une semaine pour reconnaître qu'il est déjà mort. Selon vous, il est déjà mort. Oui, c'est la tradition iranienne. Donc là, on est vraiment... Ces mots sont importants, enfin, malgré ses blessures. Voilà, et là, on est au cœur véritablement d'une propagande de dictature, comme on peut le voir tout au cours du XXe siècle et XXIe siècle, tout simplement. Il faut garder le plus haut leader en vie ou pas, c'est-à-dire dans l'esprit de chacun, voilà, pour continuer à motiver ceux qui soutiendraient le régime, à le soutenir et à dire que la révolution continue. Je voulais juste rappeler que le grand guide suprême du monde musulman n'est toujours pas enterré. Il est toujours sur terre. Ali Khamenei. Ça devait être mercredi dernier, les obsèques. Absolument. Et là, c'est un grand enfreinte à la tradition musulmane. Il faut enterrer les morts le lendemain. Alors là, maintenant, on est plus de 11 jours et il est toujours sur terre. Voilà, le nouveau guide suprême qui est donc sain et sauf malgré ses blessures, dit à l'instant le fils du président iranien, cité par l'agence France Presse. On y reviendra. L'actualité de la nuit, c'est donc cette bataille du détroit d'Ormuz qui, on l'a appris, avec un navire qui a donc été touché par un projectile inconnu. Son équipage est en train d'être évacué. Oui, ce sont des informations qui nous viennent de l'agence de sécurité maritime britannique. De fortes tensions donc dans le détroit avec également l'armée américaine qui annonce avoir détruit 16 bateaux iraniens qui serviraient à poser des mines dans ce détroit. Clémence Barbier. Des navires iraniens frappés par des missiles près du détroit d'Ormuz. Ces images sont fournies par l'armée américaine qui assure avoir détruit 16 bateaux. Selon elle, il s'agit de poseurs de mines. Quelques heures plus tôt, Donald Trump avait mis en garde. Si pour une raison quelconque, des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent. Le président américain veut au plus vite rouvrir à la circulation maritime cet espace stratégique où transite 20% du pétrole mondial. Car depuis le début de la guerre, plus aucun bateau ne traverse le détroit, plusieurs fois attaqué. Détruire des bateaux à l'aide de missiles, une tactique déjà appliquée dans les Caraïbes par les États-Unis. Washington pourrait d'ailleurs recourir aux mêmes engins qu'ils avaient précédemment utilisés pour faire exploser dans cette zone les navires soupçonnés de trafic de drogue. De son côté, la France envisage de déployer 8 frégates et 2 porte-hélicoptères pour escorter les bateaux transportant du gaz et du pétrole, une mission qui sera possible lorsque les frappes auront cessé. Autre actualité effectivement de la nuit et de ces dernières heures, le Liban qui continue d'être fortement bombardé par Israël. Regardez ces images qui nous parviennent de Beyrouth tôt ce matin, une frappe qui a touché un immeuble en plein cœur de la capitale. Sophia Dolé, vous êtes sur place pour France Info. On voit que depuis c'est la deuxième fois. C'est une frappe qui est intervenue aux alentours de 5 heures, heure locale, qui a visé un appartement situé dans le quartier d'Aïcha Bakar. C'est un quartier situé dans le centre de la capitale libanaise. Pour le moment, les médias locaux font état de 3 personnes blessées. Il s'agit de la seconde frappe intramuros dans la capitale libanaise depuis début mars. Et pour le moment, Israël n'a pas communiqué sur la nature de la cible qui était visée lors de cette frappe dans le centre de Beyrouth.
Sophia, et dans le même temps, Israël qui continue évidemment de frapper, là c'est plus classique, le sud de la capitale libanaise, le fief du Hezbollah. Oui, tôt ce mercredi, des explosions ont été entendues dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon les mots d'Israël, des infrastructures du Hezbollah étaient bien ciblées. Le sud de la banlieue de Beyrouth qui est visé de façon quasi quotidienne depuis début mars. Hier après-midi, où nous avons pu nous-mêmes apercevoir les fumées suite à une frappe d'Israël dans la banlieue sud. Et cette nuit, des habitants de cette même banlieue sud ont dit avoir entendu aux alentours de 23h30 des tirs en l'air de la part de combattants du Hezbollah pour prévenir de l'imminence d'une frappe suivie d'une forte détonation. Sophia Dolé avec Raphaël Durosel depuis Beyrouth pour France Info. Et à l'instant, regardez ces images de cet immeuble, donc on le disait, du centre de Beyrouth, frappé donc cette nuit par Israël. Image de nos confrères de L'Orient le Jour qui viennent de nous parvenir. Voilà cet immeuble en feu qui a priori donc serait un hôtel. On verra quelles cibles ont pu être touchées par, et évidemment ciblées par l'armée israélienne, probablement peut-être ou du Hezbollah ou des agents iraniens, gardiens de la révolution ou autres. Il faudra qu'on voit dans les heures qui viennent. Ça serait proche du Hezbollah, mais en tout cas on voit la précision toujours, éventuellement du renseignement et surtout de la frappe. Là, vous avez le reste de l'immeuble. C'est même pas tout l'immeuble, c'est ça. C'est vraiment un étage, un appartement qui a été ciblé par ce missile. Certes extrêmement précis. Du côté de l'Iran maintenant, hier on le disait que Pete Hegseth, le ministre américain de la guerre, annonçait une journée de frappe sans précédent. Oui, c'était l'annonce des États-Unis, mais qu'en est-il sur le terrain? On va vous retrouver Siavosh Ghazi, correspondant RFI France 24 à Téhéran. Est-ce que vous avez pu constater cette vague de frappe? Comment s'est déroulée la nuit à Téhéran? Finalement, on n'a pas connu des frappes très intenses dans la nuit dernière, contrairement aux menaces de Pete Hegseth, le secrétaire américain à la guerre. Il y a eu quelques frappes aux premières heures de la nuit sur certains quartiers résidentiels de Téhéran, mais aussi des frappes contre les villes de Qom, Karaj, Hamedan, Arak ou encore Tabriz, mais pas de frappes intenses comme cela avait été annoncé. En revanche, Téhéran a affirmé de son côté donc avoir mené des frappes les plus puissantes contre Israël, mais aussi des bases américaine dans la région, au Kurdistan irakien, à Koweït, au Qatar, mais aussi à Bahreïn, en utilisant des missiles de plus en plus puissants, des Khorramshahr 4, dont les sous-têtes, les 80 sous-têtes arrivent en pluie sur la cible, ou encore des missiles Khaybar ou Fatah, qui ont 2 ou 3 têtes dirigeables pour viser donc, le centre d'Israël, Tel Aviv, Jérusalem ou encore Haïfa. Et puis, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que, dans un tweet, que Israël, Netanyahou cachait la réalité et qu'il y avait des destructions importantes en Israël et que ce n'était que le début. Nos forces armées sont en train de punir Israël pour son agression. Enfin, l'Iran a annoncé avoir abattu une centaine de drones américains, notamment des drones Hermes et MQ-9. Siavosh Ghazi depuis Téhéran pour France Info. Donc, autre front, c'est donc évidemment les pays du Golfe qui continuent d'être touchés par l'Iran et notamment ces dernières heures le Qatar. Plusieurs explosions ont été entendues ce matin à Doha, dans la capitale, alors que les autorités sur place ont alerté, je cite, d'un niveau de menace élevé. Les autorités qui ont appelé les habitants à ne pas sortir et à se tenir à l'écart des fenêtres. On n'en sait pas plus pour le moment sur ces explosions qui ont été entendues. Et puis, autre pays du Golfe touché ces dernières heures par des drones iranien, c'est l'Arabie Saoudite. Ce matin, on apprend que l'Arabie Saoudite a neutralisé 2 drones qui se dirigeaient vers un champ pétrolier dans l'est du pays, un gisement situé près de la frontière avec les Émirats arabes unis qui avait déjà été visé par l'Iran. L'Arabie Saoudite qui a aussi intercepté 7 missiles balistiques iraniens. Certains visaient une base aérienne près de Riyad, une base qui abrite des militaires américains. Voilà, ces champs pétroliers qui continuent d'être visés par l'Iran. La conséquence de tout ça, c'est évidemment le prix du pétrole qui continue d'augmenter, mal si ça s'est calmé un petit peu ces dernières heures. La conséquence pour certaines stations, elle est très concrète en France. On frôle parfois le 3 € le litre de gasoil. Une vraie flambée des prix en quelques jours. La hausse des prix est brutale alors que d'ordinaire, ces hausses du baril mettent une quinzaine de jours à se répercuter en station. Alors comment expliquer de telles augmentations? On voit ça avec Osema Kemissi. 2,97 € le litre de gazole hier dans les Deux-Sèvres. Face à des prix à la pompe en hausse, la répression des fraudes vérifie qu'ils ne sont pas plus élevés que ceux transmis sur le site du gouvernement. L'État appelle les consommateurs à la vigilance. Ils nous signalent et qui nous remontent via ce site ou via la plateforme Signal Conso toutes les informations et les anomalies qu'ils constatent. Alors ces prix sont-ils justifiés? Les distributeurs affirment ne pas profiter de la situation.
On n'a pas d'autre solution que de supporter les coûts d'achat, d'y remettre une faible marge, je rappelle, 1 à 2 centimes net pour le pompiste. Et donc on n'a pas de moyen de compenser cette augmentation par une baisse de marge. Les raffineurs, eux, sont pointés du doigt. En cause, leur marge brute, soit la différence entre le prix d'achat du baril et le prix de vente de ce même pétrole après raffinage. Pour une association de consommateurs, la marge brute pour le gazole a doublé en quelques jours. Normalement, sur cette activité industrielle, les marges devraient être assez stables. Il y a quand même une injustice au regard d'une activité qui devrait normalement être gérée par des industriels en Europe. La profession reconnaît une hausse des marges, mais qui ne sera que temporaire. Une réunion avec la filière est prévue demain au ministère de l'économie pour tenter d'enrayer les prix. Et France Info continue de vous aider à tenter de trouver la station la moins chère autour de chez vous. Pour cela, il y a ce QR code. Vous le flashez avec votre smartphone et vous arrivez sur cette carte interactive qui vous donne le prix de chaque station autour de vous et si elle est plus ou moins chère par rapport à la moyenne nationale. Suite de notre édition spéciale dans un instant, mais tout de suite l'invité politique de la matinale. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Porte-parole du Rassemblement national, député de la Moselle. On va évidemment parler du carburant, entre autres, et de cette réunion à Matignon avec Alix Bouillaguet. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Alix Bouillaguet. À 15h, Sébastien Lecornu va recevoir toutes les formations politiques. Ça va se passer à Matignon. Il va évoquer notamment la situation en Iran. Il y aura Marine Le Pen et Jordan Bardella, vous me le confirmez. Qu'est-ce que vous attendez de lui précisément ? D'abord, nous attendons que le Premier ministre explique la position de la France. Alors on l'a comprise, cette position, c'est une stratégie défensive, c'est-à-dire que nous ne laisserons pas les intérêts français se laisser attaquer. Qu'il explique comment sera mise en place cette politique et puis surtout qu'il nous parle des Français. Comment on va protéger les Français des attaques éventuelles de l'Iran, directes ou indirectes, et bien sûr de la crise économique et de la perte de pouvoir d'achat qui pourrait s'en suivre à cause du surenchérissement du prix de l'énergie. Donc assurer la défense sans entrer dans le conflit, c'est la position française, celle d'Emmanuel Macron. Ça vous semble le bon équilibre ? Oui, c'est un véritable équilibre au moment où il faut maintenant aider l'Iran à se débarrasser des mollahs et le Liban de se débarrasser du Hezbollah, tâche qu'ont entreprise l'Israël et les États-Unis d'Amérique. Ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est que vous redoutez aujourd'hui des conséquences du terrorisme sur le sol français ? L'Iran est capable de tout. On a vu la stratégie des ayatollahs depuis des années. C'est la violence, c'est la répression, c'est le crime. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut débarrasser le peuple iranien de cette théocratie, mais qu'il faut en débarrasser le monde entier. Parce que oui, bien sûr, ils ont financé et organisé du terrorisme partout dans le monde. Et la France est malheureusement bien placée pour le savoir. Donc oui, évidemment, nous sommes du côté du peuple iranien, mais évidemment pas du côté des ayatollahs. Nous sommes aux côtés du peuple libanais, avec lesquels nous sommes très proches, contre le Hezbollah. Vous dites, vous êtes du côté du peuple iranien. Le peuple iranien, d'une certaine manière, demandait cette intervention américaine. Écoutez, je pense qu'aucun peuple au monde ne peut accepter ce qui lui a été imposé par les mollahs, les femmes recouvertes avec le voile, la répression. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts suite aux manifestations il y a quelques semaines. Ce régime est anachronique, sanguinaire et il doit bien évidemment disparaître. Mais c'est le rôle de la population. Mais vous ne dites pas pour autant, vous n'applaudissez pas pour autant l'intervention américaine qui était pourtant demandée par le peuple iranien. Écoutez, on se demande encore pourquoi les États-Unis sont intervenus. Est-ce pour des raisons économiques ? Est-ce pour la démocratie ? La version change. En tout cas, on sait pourquoi Israël est intervenu. C'est pour se sauver, se protéger. Parce qu'Israël était la proie de l'Iran qui voulait l'extermination d'Israël et a été récemment bombardé par le Hezbollah, ce qui explique la riposte naturelle et légitime d'Israël. Emmanuel Macron souhaite aussi préserver la liberté, la sécurité de navigation, notamment dans le détroit d'Ormuz qui est bloqué actuellement par les Iraniens. Mais ça va se passer une fois que les armes se seront tues. Ça vous semble crédible que la France, avec une coalition, c'est ce qu'on a compris, puisse gérer ce type de choses ? En tout cas, l'idée est bonne. Oui, bien sûr, il faut libérer le détroit d'Ormuz parce qu'on le sait, c'est 1/5 du commerce qui passe par là, notamment pétrolier. Mais est-ce que la France est encore forte ? Est-ce qu'elle est encore écoutée ? C'est le doute que nous avons sur la diplomatie française. Quand on voit que cette guerre a été déclenchée sans même, apparemment, avertir Emmanuel Macron, ça laisse pantois
et ça montre beaucoup de choses sur la perte de la voix de la France dans le monde. Et pourtant, il y a un effet drapeau dans les sondages. Emmanuel Macron, il a pris 6 points en un mois dans le dernier sondage ELAB. Ça veut dire que les Français jugent qu'il est à la hauteur des événements internationaux. Est-ce que ça ne peut pas fragiliser, au contraire, une candidature Bardella en 2027 ? Il est jeune et il n'a pas d'expérience sur la scène internationale ? Non, je ne le crois pas, parce que je crois qu'effectivement, ce qui a été démontré dans cette séquence, triste séquence, c'est qu'Emmanuel Macron était complètement largué au niveau international. Plus personne ne le considère comme étant un interlocuteur crédible. Et on le voit là, maintenant, il n'est pas force de propositions concrètes pour les Français pour protéger leur pouvoir d'achat. Je pense qu'au contraire, toutes les limites de la Macronie sont montrées aujourd'hui. Cependant, sa stratégie énoncée ne nous paraît pas être la mauvaise, il faut être honnête et le reconnaître. Derrière cette guerre, il y a une autre guerre qui se dessine, celle du pétrole. Pour l'instant, plus rien ne passe dans le détroit d'Ormuz. Il faut s'attendre à vivre avec un baril à $100. Alors là, il est redescendu depuis 24 heures. Mais vous croyez à un nouveau choc pétrolier ? Un choc pétrolier, peut-être pas, mais des hausses saccadées et des baisses du coût. Et donc l'imprévisibilité, oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures urgentes, comme ce que nous demandons, la baisse de la TVA sur les énergies de 20% à 5,5%. Alice Bouillet, imaginez ce qui va se passer. Les prix vont s'envoler et donc les recettes fiscales de l'État vont augmenter parce que la TVA est indexée sur le prix. On va avoir des Français qui souffrent d'une baisse de pouvoir d'achat et un État qui s'engraisse paradoxalement. Et donc il faut rétablir une forme d'équilibre et baisser en urgence la TVA sur les produits énergétiques. Donc vous dites, comme Dominique Schelcher, le patron des supermarchés HUC, l'État est le grand gagnant de la hausse des prix à la pompe. L'État, donc vous nous dites ce matin, se réjouit des chocs pétroliers. Il s'est réjoui en 1973, il se réjouit aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il se réjouit. Nous verrons bien si le président de la République et le Premier ministre sont prêts à prendre des décisions. Mais nous leur disons que les recettes fiscales qui augmenteraient pour l'État, cela ne peut pas nuire au pouvoir d'achat des Français. D'ailleurs, ce serait une mauvaise solution aussi pour l'État dans un deuxième temps, puisque les Français consommeraient moins, et donc ça ferait baisser les rentrées de TVA, et les entreprises vendraient moins, et ça créerait de nouvelles faillites. Donc il est temps et urgent d'agir. C'est ce que demandent Marine Le Pen et Jordan Bardella. La baisse de la TVA, vous savez aussi très bien que ça coûte très cher. Ce serait une dizaine de milliers d'euros. Vous trouvez que l'État a encore les moyens ? Ouais, d'abord, vous savez, l'année dernière, les recettes de l'État ont augmenté 3 fois plus que la hausse du PIB. Donc honnêtement, l'État ferait mieux de regarder ses dépenses plutôt que ses recettes. Et puis vous savez, une TVA trop chère, ça veut dire moins de consommation et ça veut dire dans un deuxième temps, baisse de la TVA. C'est un coût de 12 milliards dans un premier temps, mais c'est finalement un investissement sur l'avenir. Et puis les Français ne peuvent pas payer de leur poche à chaque fois qu'il y a une crise dans le monde. Ça deviendrait indécent. Et ça ne vous choque pas que cette baisse profite à tout le monde ? Ça profite aux Parisiens, aux 4 sup qui roulent en SUV. Et ça profite plutôt qu'à l'aide-soignant qui vit en région et qui a besoin de sa voiture pour travailler. C'est pas totalement injuste ? Non, ça c'est un raisonnement digne de la France insoumise parce que aujourd'hui vous avez le poids de l'essence dans le budget général des foyers qui est bien supérieur évidemment dans les classes moyennes et les classes les plus défavorisées que chez les riches. Donc faire un plein d'essence pour un riche aujourd'hui c'est pas un problème. En revanche, quand on a 10, 20, 30, 40, 50 euros supplémentaires par mois, eh bien évidemment, ça devient infaisable pour beaucoup de Français. Oui, mais ça veut dire que l'État va sponsoriser les plus aisés ? Non, mais pas du tout. La baisse de la TVA, elle servirait à tout le monde, bien évidemment, mais l'impact maximum serait sur les classes moyennes. Vous savez, il faut prendre cette mesure d'urgence, parce que sinon c'est la consommation qui va baisser. Il faut prendre une autre mesure aussi, sortir de la tarification unique de l'électricité, parce que sinon, le coût, le surenchérissement du pétrole, du gaz, etc., va influer sur le coût de l'énergie en France, alors que nous n'en avons pas besoin à cause du nucléaire. Un dernier mot sur cette baisse de la TVA que vous souhaitez. Est-ce que c'est pas... qui va obliger d'une certaine manière les distributeurs à répercuter les prix ? C'est eux qui les choisissent. Bien sûr. C'est peut-être eux qui vont récupérer l'argent. Vous avez raison, il peut y avoir de l'excès, et c'est pour ça qu'il faut regarder de près. Mais vous savez, l'intérêt des distributeurs, c'est aussi de vendre. Quand l'essence est trop chère, eh bien, ils vendent moins. Je pense que c'est un intérêt bien compris, à la fois de l'État, des distributeurs et des consommateurs, que de baisser la TVA. Je vais vous dire, la Pologne l'avait fait pendant la crise de 2022. Ils avaient passé la TVA à 8%. L'Europe avait finalement accepté et ça avait servi l'économie polonaise. On a un exemple. Emmanuel Macron se dit aussi prêt à puiser dans les réserves stratégiques que chaque pays conserve en cas de coup dur. Ça peut rassurer tout le monde et puis ça peut surtout rassurer les marchés et donc calmer la hausse des prix. C'est la solution ? C'est une mesure supplémentaire qui devrait être cumulative avec les mesures que j'ai énoncées sur le prix de l'électricité et la sortie de la tarification unique, sur la baisse de la TVA. Mais c'est effectivement une mesure supplémentaire. Jordan Bardella l'avait proposé il y a quelques jours. 30 secondes, c'est que dans 4 jours les municipales, ce qu'on vit aujourd'hui, cette guerre en Iran, ça peut avoir un impact sur ces municipales ?
Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, le 15 et le 22 mars, il faut aller voter. C'est municipal. C'est la première étape de l'après-Macron. C'est la première étape de l'arrivée au pouvoir du RN en 2027. Il faut aller voter absolument. Laurent Jacobelli, bonne journée à vous. Merci de votre invitation. Merci Laurent Jacobelli d'avoir été avec nous. Évidemment, on continue notre édition spéciale sur France Info. Et d'abord, cette dernière information donnée, on vous le disait il y a quelques minutes, par le fils du président iranien à propos du guide suprême, celui qui a été désigné il y a seulement quelques jours, le fils donc d'Ali Khamenei, qui serait, je cite, sain et sauf, mais malgré ses blessures. Ce sont les termes effectivement employés et cités par plusieurs agences du fils du président iranien. D'abord, effectivement, donc c'est la première fois que quelqu'un du pouvoir, plus ou moins, Jean-Mathieu, évoque le fait qu'il a été blessé. Et c'est ça l'information, au-delà de sain et sauf, qu'il faut retenir dans cette déclaration. C'est ça, c'est surtout blessé. Ça veut dire, alors jusqu'à quand? Alors jusqu'où? Est-ce que c'est une petite blessure? Est-ce que c'est une grande blessure? Vous le signaliez, on ne l'a toujours pas vu, il n'est toujours pas apparu, même sa voix n'a pas été entendue depuis son élection. Tout de même, on imagine que dans la vie d'un homme, ça doit être quelque chose d'être élu guide suprême. Eh bien lui, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et notamment, pourtant, il a été célébré, puisque rappelons qu'il y a tout de même certains Iraniens qui soutiennent encore le régime. Donc là, on est vraiment dans une pure opération de propagande. En gros, il est toujours vivant. Votre guide est là pour mener la révolution à bien. Donc, ayez confiance et surtout soutenez-nous, puisque rappelons-le, l'Iran est officiellement actuellement dirigé par un triumvirat, le président et 2 autres ministres. Donc c'est le fils du président iranien qui l'a dit sur son compte Telegram. J'ai entendu les informations disant que M. Mojtaba Khamenei avait été blessé. Je demande donc à des amis qui ont des connexions. Il me dit que grâce à Dieu, écrit-il, il est sain et sauf. Effectivement, la première information qu'on retient, Mana Chirali, c'est le fait qu'il a été blessé. Et ça, même de le fait que ce soit le fils du président iranien qui le dit sur son compte Telegram, on voit qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir. En fait, le pouvoir est un peu chancelant à la tête de l'Iran. Absolument. Il n'y a plus de pouvoir, à mon avis, depuis la mort de Khamenei. Et ça montre quand même à quel point nous avons affaire à un régime rusé et qui est toujours dans la propagande. Et si ça se trouve, dans 2 jours ou 3 jours, ils annoncent que le fils de Khamenei était déjà mort avec son papa et qu'il n'a jamais été vivant le moment où on l'a annoncé comme guide suprême. On a vraiment affaire à des gens qui se moquent de la planète entière. Alors, une chose tout de même, ce qui est intéressant, c'est le timing, parce que est-ce qu'il aurait été blessé dans le bombardement avec son père samedi, lors de la première attaque israélo-américaine dans le bunker, ou alors plus récemment, puisque là, si c'est tout récent, c'est-à-dire que peut-être qu'il a été blessé dans un bombardement tout récent, hier peut-être, israélien. Je vous rappelle que pendant les bombardements, il a perdu son père, sa femme, sa mère et l'un de ses frères. Donc 4 membres de la famille, ils étaient tous regroupés dans le même endroit. Il était là, de toute évidence. Et là, on se demande s'il est gravement blessé. Depuis une semaine, en fait. Depuis une semaine où il est déjà mort. Bon, on va en parler et revenir longuement sur cette information dès le début du journal de 8h. Mais avant, l'autre info de la nuit sur laquelle on voulait s'arrêter un peu avec vous, Jean-Mathieu, c'est évidemment ces frappes américaines contre des bateaux iraniens dans le détroit d'Ormuz. 16 donc navires qui, a priori, transportaient des mines qui ont été abattues. On a les images qui ont été données par l'armée américaine. Est-ce que c'est le début d'une opération militaire pour permettre au pétrole de reprendre le trafic mondial dans ce détroit? Alors, on voit quand même que c'est une opération assez réfléchie, parce que je vais vous montrer 2 choses. Regardez 2 messages de Donald Trump. C'est le premier qui avait été diffusé. Il a écrit ça, le président américain, hier, sous les coups de 21h sur son réseau social. Si l'Iran a posé des mines dans le détroit d'Ormuz et nous n'avons reçu aucune information à ce sujet, nous exigeons leur déminage immédiat. Même réseau social, 15 minutes plus tard, le président américain écrit: j'ai le plaisir d'annoncer qu'au cours des dernières heures, nous avons touché et complètement détruit 10 bateaux pour le Mans. Donc ça veut dire que cette opération était déjà actée, et ça en dit beaucoup sur la manière dont le président américain mène sa communication. On avait entendu jusque-là que l'armée américaine avait éradiqué toute la marine iranienne, visiblement pas toute. Voilà, en effet, mais là, c'est ce dont vous parlez, Jean-Baptiste, c'est des bateaux militaires. Là, c'est vrai qu'on parle de bateaux qui posent des mines, c'est pas exactement la même chose, parce qu'ils ne sont... On le voit sur ces images, ils sont tout petits. C'est plus des vedettes, en fait, on a l'impression. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ces bateaux ne porteraient que 2 à 3 mines chacun, des mines. Alors, on ne sait pas combien il y en a exactement auprès de l'armée iranienne, mais au fil des ans, les estimations varient entre 2000 et 6000 mines navales, principalement produites par l'Iran, la Chine ou la Russie. Et en fait, ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui, on en parle depuis le début de cette émission, ce sont les gardiens de la Révolution. C'est eux qui bloquent le détroit d'Ormuz, et c'est eux aussi qui aident la marine iranienne aujourd'hui. Enfin, c'est principalement d'ailleurs les gardiens de la Révolution qui sont à la manœuvre.
manœuvre là pour poser ces mines. Bon, et maintenant, est-ce que c'est une simple opération cette nuit de la part de l'armée américaine pour couler ces 16 navires, ou est-ce que c'est le début d'une vaste opération pour reprendre le détroit? Alors Jean-Baptiste, ce qui est assez étrange dans cette affaire, c'est justement ce timing, parce qu'on a l'impression que l'Amérique est en réaction. C'est-à-dire, est-ce que si les gardiens de la Révolution ou le pouvoir iranien n'avaient pas posé de mine, est-ce qu'ils auraient réagi? Parce qu'il est vrai que pour l'instant, le message envoyé par Donald Trump, c'est plutôt aux armateurs, allez-y, traversez ce détroit d'Ormuz, et nous, il va y avoir une assurance, ils ont mis en place une assurance de 20 milliards de dollars, mais les armateurs ne veulent pas y aller, c'est bien sûr, c'est trop risqué. Donc, est-ce que c'est pour vraiment sécuriser une route, puisque Donald Trump, comme Emmanuel Macron, ont parlé de sécuriser et surtout d'aider les bateaux à traverser ce détroit en les convoyant? Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, vous savez que l'évolution de cette guerre est très rapide. On y revient à 8h. Mais avant ça, Elliot Samuel, on voulait revenir sur cette histoire des joueuses de l'équipe iranienne de football. On sait que 5 avaient demandé et obtenu l'asile en Australie. On apprend que d'autres ont également fait cette démarche. Absolument. On a eu 7 asiles accordés, donc 7 demandes d'asile accordées à cette équipe iranienne. Donc 6 joueuses plus un membre du staff. Vous voyez ici une partie de cette équipe, donc avec le ministre des Affaires intérieures australien. On le rappelle, elles avaient refusé de chanter l'hymne national lors de leur premier match de la Coupe d'Asie féminine, sauf qu'on a appris qu'une de ces joueuses a finalement changé d'avis et a décidé de repartir en Iran, même si elle a eu cette demande d'asile. Vous voyez, elle va donc rejoindre le reste de l'équipe qui a quitté l'Australie. Ici, elles sont en escale en Malaisie et donc elles ont préféré rentrer parce que leurs familles sont évidemment là-bas. Et on revoit cette image de ces joueuses aux côtés des membres du gouvernement australien, là, qui apparaissent sans voile. Et oui, c'est donc et ça, c'est évidemment un symbole très fort. L'une des images est évidemment très forte et on ne sait pas très bien quelle est cette joueuse qui a changé d'avis et qui a décidé de rentrer finalement dans son pays et donc qui a fait cette photo sans voile. Et donc pour elle, il pourrait y avoir des risques. On continuera de suivre évidemment cette affaire sur France Info. En tout cas, cette guerre au Moyen-Orient, elle a un impact sur plein de compétitions sportives. On l'évoquait déjà avec vous, et notamment les barrages de la Coupe du Monde qui en théorie, doivent se tenir dans quelques jours. Oui, parce qu'il y a des équipes qui visent encore leur qualification pour le mondial qui a lieu dans moins de 3 mois. Et c'est le cas notamment de l'Irak qui va jouer les barrages dans quelques jours seulement. Ça doit se passer au Mexique, sauf que l'équipe d'Irak est bloquée dans son pays. Il y a au moins la moitié de cette équipe qui est bloquée sur le sol irakien. Alors la FIFA, elle aurait proposé, selon Guardian, de prendre un bus pendant 25 heures pour aller en Turquie, pour ensuite prendre l'avion jusqu'au Mexique, ce que refuse la sélection irakienne qui demande le report de ce match. Ça intéresse la France, ce sujet, parce que le vainqueur de ce barrage doit affronter la France lors de la Coupe du Monde. Pas sûr qu'on ait le nom de cet adversaire dans quelques jours, à la fin du mois maintenant. Là aussi, on suivra ça. Merci beaucoup, Elliot. Dans un instant, suite de notre édition spéciale, et on va revenir notamment sur cette dernière information et ces interrogations autour de l'état de santé de Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême, sain et sauf, dit le fils du président iranien ce matin sur son compte Telegram, mais blessé. Et c'est ça la principale information. Blessé depuis quand? Est-ce lors de la frappe qui a tué son père il y a maintenant 12 jours? Est-ce plus récemment? Est-il encore vivant? On en parle dès le début du journal de 8h, juste après la météo. À tout de suite. La météo, avec les lasagnes à la bolognaise Fleury-Michon, du bœuf lentement mijoté et de la mozzarella délicatement gratinée dans une barquette en bois. C'est trop bon, Fleury-Michon. Votre programme avec Avenir Rénovation. Réalisation et gestion de l'ensemble de vos travaux. Avenir Rénovation, le meilleur est à venir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec, comme promis, l'arrivée de la pluie. Avec cette perturbation qui nous arrive par l'ouest du territoire, on la voit, là c'est une photo à 7-8 heures ce matin, qui s'étire depuis la façade atlantique en remontant vers les frontières du nord et elle va avancer progressivement au cours de journée et concerner les Pyrénées. On a de la neige qui va tomber en quantité au-delà de 2000 mètres jusqu'au nord-est du territoire. À l'avant, sur le sud-est, vous restez en marge, même si on a des averses sur la Corse. Et à l'arrière, on va avoir le retour de quelques éclaircies, avec, allez, on va dire des bruines plutôt que des averses grâce au vent qui permet de rafraîchir tout ça, puis de brasser l'atmosphère. Température, ça reste très doux. Encore ce matin, ça baisse un peu cet après-midi, mais nous sommes toujours au-dessus des valeurs de référence, qui va changer au cours des prochains jours. Alors demain, c'est une journée de transition dont il faudra profiter. On voit le retour du soleil sur une large partie du territoire, mais déjà, regardez, pointer l'arrivée d'une nouvelle perturbation renforcée par les vents, qui fait que vendredi, on aura une perturbation bien costaud qui va arriver sur le territoire. Bonne journée.
La météo, avec la moussaka au bœuf Fleury-Michon, des aubergines cuisinées, du bœuf lentement mijoté, le tout délicatement gratiné dans une barquette en bois. C'est trop bon, Fleury-Michon. C'était votre programme avec Avenir Rénovation. Réalisation et gestion de l'ensemble de vos travaux. Avenir Rénovation, le meilleur est à venir. Notre édition spéciale se poursuit sur France Info. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On va commencer avec les toutes dernières informations. Il est 8h sur France Info et c'est avec Julia Vanels. Le nouveau guide suprême serait sain et sauf mais blessé. C'est ce qu'affirme le fils du président iranien alors que l'incertitude demeure sur l'état de santé de Mojtaba Khamenei qui n'est pas apparu en public depuis le raid israélo-américain et sa nomination comme guide suprême. 12e jour de guerre et de fortes tensions dans le détroit d'Ormuz. Ce matin, un cargo a été touché par des projectiles. L'équipage est en train d'évacuer tout cela alors que les États-Unis ont frappé et détruit 16 navires iraniens soupçonnés de transporter des mines dans le détroit. Conséquence de la guerre, en France, le prix du gasoil explose dans certaines stations-service, frôlant parfois les 3 € le litre. Tout est sur la table pour faire baisser le prix des carburants à la pompe, assure ce matin Philippe Tabarot, ministre des Transports, sur France Info. Et d'abord donc cette toute dernière information qu'on a appris il y a tout juste une demi-heure. Le nouveau guide suprême qui serait en vie mais blessé. Et c'est le fils du président iranien Pezeshkian qui l'affirme sur son compte Telegram. Mojtaba Khamenei serait, je cite, sain et sauf, dit-il, malgré des blessures. Le fils de Ali Khamenei qui se trouvait avec lui durant le raid, qui donc a tué son père au premier jour de l'offensive et depuis n'est pas apparu en public. De nombreuses informations contradictoires circulent, notamment sur son état de santé. En effet, Jean-Mathieu Pernin, mais c'est donc la première fois que quelqu'un proche du régime, en tout cas le fils du président iranien, avoue, reconnaît qu'il est blessé. A priori, qu'il aurait été blessé il y a 10 jours. Voilà, il y a 10 jours, ça c'est ce que révèlent alors certains proches, au New York Times notamment, qui avaient révélé ça. Il aurait été blessé là où se trouvaient son père et sa famille, réfugiés dans ce bunker qui a été frappé par le raid israélo-américain. Dès le début de la guerre, le 28 février, il aurait été peut-être touché aux jambes, en tout cas c'est ce qu'on dit, alors quelle est l'étendue de sa blessure et la gravité de sa blessure. En tout cas, on le voit là, on est dans un pur exercice de propagande, maintenir en tout cas l'idée que le chef suprême est toujours parmi nous afin de mener à bien le combat. Jusqu'à quand est-il avec nous et jusqu'à quand peut-il mener? Est-ce que c'est vraiment lui d'ailleurs qui dirige quelque chose aujourd'hui dans ce pays? On ne le sait pas, mais en tout cas le message de communication, il est envoyé, pas bien sûr pour nous, mais à la population iranienne. Mana Chirali, justement, vous êtes toujours avec nous. Merci, vos grandes connaisseuses de l'Iran. Comment justement ce message peut être perçu par les Iraniens? On leur dit, vous ne l'avez pas vu depuis qu'il a été intronisé guide suprême, mais il serait toujours en vie, sain et sauf, dit le fils du président iranien. Vous savez, ce type de messages sont destinés à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des Iraniens, ça n'a aucun sens que ce soit Mojtaba Khamenei, que ce soit quelqu'un d'autre comme guide suprême. Parce que les Iraniens, ils ont rejeté ce régime le 8 et le 9 janvier, ils ont été massacrés. Ils ne veulent plus rien de ce régime. La seule chose qu'ils attendent, les Iraniens, l'écrasante majorité, vraiment l'écrasante majorité des Iraniens, la seule chose qu'ils attendent, c'est que ce régime tombe, que Mojtaba soit en vie ou blessé ou quoi que ce soit. Ils veulent qu'il parte. Ça peut donc être perçu comme un message d'espoir, le fait qu'il soit au moins blessé de manière en tout cas officielle et reconnu comme tel? Non, les Iraniens savaient en fait sur les réseaux sociaux depuis 10 jours, tout le monde sait qu'il est mort. Enfin, il parle qu'il est mort. Vous dites qu'il est mort. Voilà, les Iraniens. Ça, c'est une idée qui est perçu comme tel par beaucoup d'Iraniens. Le fait que le guide suprême ne serait même pas blessé, mais carrément décédé, selon vous. Je reflète ce que je lis sur les réseaux sociaux, sur mon réseau. Les jeunes avec qui je suis en relation, difficilement, parce qu'avec la Blackout, voilà, ils n'arrêtent pas de dire qu'il est déjà mort. Et là, tout simplement parce que la République islamique ne veut pas donner l'image d'un État à terre, il veut dire qu'on a quelqu'un d'autre pour remplacer. Vous avez tué l'un d'entre nous, on est capable de le remplacer. Mais le problème, c'est que ces gens-là, dans leur médiocrité, ne sont pas aussi interchangeables. Ce n'est pas aussi facile pour le régime de les remplacer. Il n'a pas un stock infini de dirigeants de la République islamique. On tue 50 d'entre eux et puis tout de suite, on les remplace. On a vu aussi que les généraux gardiens de la Révolution n'ont pas été remplacés non plus. Ça veut dire que le régime est vraiment aux abois.
Et c'est effectivement donc cette information donc donnée, je vous le rappelle, il y a une demi-heure par le fils du président iranien que Mojtaba Khamenei, le guide suprême, serait sain et sauf, mais blessé. Dans quel état? C'est bien sûr toute la question. On ne l'a absolument pas vu. Aucune image de lui n'a été diffusée.